parler du coup de mes dernières lectures. On va commencer avec les graphiques et avec un petit manga, Oni Lemon Soda, le tome 15, du coup je suis à jour, jusqu'à preuve du contraire. On est du coup sur une romance entre une jeune fille qui de base est assez complexée parce qu'elle a été énormément harcelée quand elle était au collège, et quand elle va arriver au lycée, elle va du coup être prise sous l'aile du gars populaire, les cheveux décolorés, tatati tatata. Et évidemment on va avoir au début une relation d'amitié mais très vite qui va tourner à l'amour. Donc voilà, là on est très clairement la relation d'installer justement l'un et l'autre apprennent à se connaître, à voir les potentiels points forts ou points faibles de l'un et de l'autre. Donc je suis très contente là de cette fin et j'ai très hâte d'avoir la suite. J'ai avancé aussi dans une autre saga, j'ai lu du coup Ton visage au clair de lune, le tome 6, 7, 8, 9. Donc c'est bon, je suis à jour. Normalement il y a le tome 10 qui vient de sortir ou qui va bientôt sortir, donc on est à peu près à jour. On est sur l'histoire de ces deux jeunes gens qui sont tous les deux considérés comme les princes du lycée, alors que elle c'est une fille et lui c'est un garçon, mais elle a une, on va dire, une attitude assez androgyne, assez masculine, et donc tout le monde la prend pour un garçon. Jusqu'au jour où lui, par hasard, va tomber sur elle dans le couloir et va lui dire qu'elle est très belle, et là du coup va avoir une relation entre les deux. Au début c'est très très dur parce que justement elle a énormément de mal avec la gente masculine puisque personne ne s'est jamais intéressé à elle, puisque tout le monde la considère comme un garçon. Les filles lui offrent toujours énormément de cadeaux et tout en mode Saint-Valentin. Bref. Et donc on va avoir petit à petit une relation qui se joue entre les deux, et c'est très chouette à voir ça justement parce que ça prend son temps, le consentement, tout ça on adore. Par contre c'est quoi cette fin? Là je suis très chafouin. Je suis mais chafouin. Le tome 10, je l'attends, mais je l'attends de pied ferme, et il a intérêt d'arriver, mais fis ça, parce que cette fin est nulle à chier. Je veux comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous en ai parlé dans mon book haul, je vous avais fait déjà un petit peu un update, mais je vais vous en parler plus profondément. Donc du coup, j'ai lu Light, Drag et Action, du coup du Cam Hug, une drag queen que moi j'ai connue grâce, pas aux réseaux sociaux comme ma meilleure amie, mais grâce à Drag Race, parce que j'avoue que avant Drag Race, je ne suivais pas beaucoup la sphère des drags. Donc voilà, j'avais bien aimé sur le show, tout était chouette, et quand j'ai vu qu'elle sortait un manga, j'étais là en mode est-ce que c'est un énième truc qui va être nul parce que évidemment cette personne est célèbre mais n'a pas forcément les talents artistiques pour. Kelly. Du coup, j'ai dévoré. Je l'ai reçu dans le carton, vous voyez, parce que je suis libraire de métier, au cas où si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo. Je l'ai lu, j'ai vu que c'était ma réservation, j'étais contente et j'ai commencé à le lire. Et entre deux clients, à chaque fois, je reprenais, je lisais, je reprenais, je lisais, je n'ai pas arrêté. Et voilà, je l'ai dévoré en quelques minutes. Donc, on est sur l'histoire de ce jeune lycéen, du coup, je sais plus comment il l'a appelé, Alistair ou un prénom assez particulier, qui va justement découvrir qu'il va y avoir un show drag dans sa ville, et qui va décider, avec l'aide de sa meilleure amie, de confectionner du coup une tenue et d'essayer de se maquiller pour un peu arriver là-bas en drag. Et du coup, on voit son évolution, comment il appréhende, parce que un garçon rentré dans un magasin, un peu, c'est comment ça s'appelle, la mercerie, évidemment tout de suite il y a des jugements et tout et tout. C'est assez chouette, c'est très bien tourné, le dessin est très beau. Enfin franchement j'ai adoré, il n'y a rien à dire de plus, que j'attends avec impatience à la suite. C'est oui, c'est validé. Toujours, toujours. I Don't Trust My Twin, du coup on est sur le tome 5. On est sur l'histoire de cette jeune fille, Laurentia. On est dans une famille de nobles et elle a une jumelle, mais sa jumelle a une faible constitution, jusqu'au jour où elle se rend compte que celle-ci, loin d'être très reconnaissante envers elle, bien au contraire, a décidé de tout lui voler, aussi bien son fiancé que du coup tout ce qu'elle a fait pour leur famille, c'est-à-dire les faire sortir la tête de l'eau. Du coup, quand elle va décéder, cette jeune fille va encore une fois décider que dans sa prochaine vie, ça ne se passera pas comme ça, et c'est ce qui va se passer. Elle va remonter le temps, et du coup, comme elle sait que sa sœur n'est pas loi blanche qu'elle prétend, au contraire qu'elle fait semblant d'être malade, et qu'elle va faire plein de complots pour la détruire, et bien elle va faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça dans cette vie-là. Et c'est très intéressant parce que on a tout un moment justement où elle manipule les autres pour ne pas être manipulée, mais du coup, on a un peu cette ambivalence de c'est pas vraiment quelqu'un de bien, parce qu'elle va faire quand même pas mal de choses assez crades, si je puis dire, pour que sa seconde vie ne soit pas comme la première. Mais voilà, j'aime énormément. En plus, elle va demander de l'aide à un autre noble qui lui est aussi dans la mouise, donc les deux vont s'entraider, ils vont passer un pacte, mais la relation va bien plus loin que ça maintenant, on s'en rend compte, ils commencent à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Donc j'adore. J'ai lu aussi Business Proposal, le tome 8, et comment vous dire que tout est dit dans la couverture, les gars. On est du coup sur l'histoire de cette jeune fille qui à la base veut rendre service à sa meilleure amie qui, elle, c'est une simple employée de bureau lambda, sauf que sa meilleure amie c'est une héritière
d'un gros groupe, voilà, d'une grosse entreprise, et son père lui arrange encore une fois un nouveau rencard avec un autre héritier d'un autre groupe, et il en a marre parce que ça n'intéresse absolument pas. Donc elle va lui dire, écoute, je te paye si tu veux, tu vas à ce rendez-vous arrangé à ma place, mais tu fais en sorte de le dégoûter pour être sûr qu'il ne me demande pas en mariage. De l'autre côté, on a du coup lui, l'héritier qui va à ce fameux rendez-vous, qui en a parlé avec son meilleur ami et qui a fait un pari justement en mode, écoute, j'en ai marre justement que mon grand-père m'arrange aussi plein de rendez-vous arrangés, je vais me marier avec cette fille, peu importe qui c'est, peu importe à quoi elle ressemble et peu importe qui elle est, bref, je me marie avec elle comme ça, au moins j'aurai la paix, il arrêtera de m'enquiquiner pour que je me marie. Sauf que, eh bien, lors de ce rendez-vous, vous vous rendez bien compte que tout ne va pas se passer comme prévu, puisqu'elle a fait tout pour être hyper vulgaire et qu'il ne la choisisse pas. Et lui, à l'inverse, eh bien, il est très intrigué par cette fille. En plus de ça, on va vite se rendre compte qu'elle est une employée de bureau de sa propre entreprise à lui. Donc ça va créer évidemment plein de problèmes, plein de quiproquos, surtout que son meilleur ami, qui n'est d'autre que son secrétaire, lui, va être par contre intéressé par sa meilleure amie à elle, donc la fameuse héritière. Donc voilà, c'est assez chouette à suivre comme ça. Là, je pense que vous avez compris comment la relation a avancé, et on attendait ça depuis le tome, donc voilà. Non, je suis très contente de ce tome, et voilà, j'ai très hâte du coup de voir la suite, et voir potentiellement aussi du coup l'audio si ça avance bien comme on veut. Et là, on va arriver à la partie roman, et j'en ai lu pas mal, donc ça va être très long. Asseyez-vous et prenez une boisson fraîche en ce moment, je pense que c'est mieux qu'un thé ou un café. Donc, j'ai avancé enfin Kéléana, j'ai lu le tome 5, oui. L'Empire des Tempêtes est lu, et là, j'ai cru que j'allais tuer l'autrice. Enfin, autant il y a des scènes où j'étais trop contente, autant il y a des scènes où j'ai cru que ça, j'allais la tuer. Bref. Donc, si vous ne connaissez pas qui est Lana, je pense quand même c'est un banger. Le trône de verre, dans son autre titre, c'est l'histoire d'une fille qui, à la base, est enfermée dans un espèce de camp pour esclaves, et elle va être choisie par le prince de ce royaume pour qu'elle devienne la future championne du roi. Et on commence à la base le tome 1 avec ça. Mais évidemment, cette histoire va bien plus loin que ça, parce qu'on se rend compte que cette fille, ce n'est pas n'importe qui. Si elle est la seule à avoir résisté aussi longtemps dans ce camp, c'est un camp de concentration, on va pas tortiller du cul, hein, autant de temps dans ce camp d'esclavage alors que les gens ne font qu'un ou deux mois, elle, ça fait plus d'1 an qu'elle y est, c'est parce que c'est une personne bien spécifique. On va vite se rendre compte que c'est l'héritière du royaume, que ce royaume a en mangé. En fait, là, on est dans un royaume qui a envahi plein d'autres royaumes. Et du coup, on va se rendre compte que cette fameuse héritière, là, Kéléana, elle est l'héritière du royaume, en gros, du Nord. On va se la faire courte, on va se la faire comme ça. Et qu'en plus, elle descend de personnes qui ont de la magie. Elle descend de failles. Bref. Je vais pas vous faire tout le délire. Mais du coup, dans le premier tome, on va vers un love interest. Dans le deuxième tome, on va vers un autre love interest. Et vers le troisième tome, on va vers ce dernier et le meilleur love interest du monde. Voilà. Ça, c'est dit. Donc j'étais très contente de retrouver les personnages, de retrouver leur aventure. Mais en même temps, j'étais très triste parce qu'il leur arrive des dingueries. J'ai envie... Oh, franchement, la fin, j'avais la petite larme, hein. J'étais là en mode non mais tu peux pas nous faire ça en fait. Et le pire c'est que je le savais parce que j'ai vu des fanarts de scènes où je me doutais qu'il y allait avoir un truc comme ça parce que le fanart est assez équivoque, mais j'étais là en mode oh, mamma mia que non. Bref, c'est pas grave, on va essayer de se remettre de ses émotions. Et surtout que le tome prochain, de ce que j'en ai compris, se passe un peu en parallèle, je crois du coup avec... parce qu'en fait dans le tome précédent, il y a deux équipes, grosso merdo, qui se forment. Et donc là, on a avancé avec une équipe, et si j'ai bien compris, le tome suivant, on va avancer sur... Enfin, on va voir du coup ce que l'autre équipe a fait. Beaucoup, justement, conseillent de le lire en tandem, mais moi, je vous avoue que je l'ai écouté en audio, et que du coup, c'était compliqué d'écouter en tandem. Mais le souci, ça veut dire que là, je reste avec cette fin qui est monstrueuse, et donc là, je vais devoir retourner en arrière pour voir ce que... C'est sûrement Cole, je pense, hein, ce que Cole a fait. Mais je m'en fous de Cole, moi, en fait. Voilà, moi, je veux voir ce qui se passe avec Kéléana. Je veux voir ce qui lui arrive, parce que là, on est dans la merde. Et là, c'est la grosse merde, et je veux comprendre ce qui se passe, ok? Merde. Donc, j'ai très hâte de lire la suite, vous vous en doutez. Surtout que j'ai pour objectif, justement, de finir les Kéléana, et après de mettre Crescent City, pour arriver à la sortie du Akotarsis, et être à jour sur tous les Sarajimas. Donc, il faut au minimum que j'en lise un par mois pour être à jour au bon moment. Donc, le mois prochain, on continue. Même si on est avec Cole alors qu'on déteste Cole de tout son cœur, de tout son être, il va falloir que je continue.
Au niveau des lectures, j'avais ceci aussi en pas à lire, je crois. C'était un devoir de Mirajonchi, il me semble. Donc Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Je vous avoue, j'avais un peu peur de me mettre dedans parce que Les Sept Maris d'Evelyn Hugo a été un énorme coup de cœur l'année dernière. Et du coup, j'avais très peur d'être déçue de cette lecture-ci. Mais même si c'est pas l'énorme coup de cœur comme j'ai pu l'avoir pour les 7 maris d'Evelyn Hugo, peut-être parce qu'il y avait trop de sujets qui me parlaient et que du coup j'étais un peu trop identifiée, un petit peu trop late, j'ai quand même énormément apprécié cette lecture et elle a un truc cette femme pour te faire on est du coup dans une famille, les Rivera, les Riva, Riva voilà. On est dans la famille des Riva et c'est une famille de célébrités et donc ça se passe à Malibu et on va découvrir dès le premier chapitre en fait qu'il y a eu un énorme incendie qui a ravagé une partie de la ville et on va essayer justement de remonter comment on en est arrivé à ça. Et parce qu'il y a eu une grosse soirée justement, la soirée de l'année à chaque fois dans la fameuse villa de la famille Riva. Donc on remonte le temps pour savoir qu'est-ce qui se passe. Dans cette famille Riva, on a plein de personnages, et ça aussi c'est chouette, c'est parce que malgré qu'il y a plein de personnages, je me suis pas perdue. Enfin, j'ai déjà l'habitude, moi, avec la fantaisie et tout ça, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'habitude de lire des histoires avec plein de personnages et de s'attacher à tous les personnages parce que chacun est incarné. Et ça, c'est un point fort, je trouve, de Taylor Jenkins Reid, c'est qu'elle arrive parfaitement à les incarner. On est du coup avec la fratrie à la base des Riva. Donc on est avec les 4 enfants. Donc je sais plus leur nom exactement. Hein. Ah si, tiens, ils sont là. On a Nina, du coup l'aîné. On a Jay, le second, le garçon. On a Hud, le troisième. Et on a Kit, la petite dernière. On suit chacun leur point de vue. Et c'est hyper intéressant parce qu'en plus de leur point de vue, donc du coup on remonte dans le temps de la soirée, mais on remonte aussi dans le temps de leurs parents du coup. Du père et de la mère. Et, enfin, surtout de la mère au début et après du père. Et du coup, ça te donne plein de vues sur plein de situations qui sont hyper complexes parce que dans les familles, il y a toujours évidemment des points de vue différents. Une scène n'est jamais vécue de la même manière. Et il y en a qui se comportent extrêmement mal, mais pourtant tu es dans leur tête et donc tu comprends pourquoi ils agissent comme ça, même s'ils ne devraient pas agir comme ça. Et du coup, j'avoue que il y en a, c'est des salauds. C'est des salauds, mais alors plus. Mais quand même, tu arrives à les pardonner parce que tu es avec eux, tu es dans leur tête, tu comprends ce qu'ils vivent. Et ça, je trouve que c'est une force monstre, justement, que aucun des personnages n'est tout blanc ou tout noir ou tout le monde est gris. Et ça, c'est aussi génial. Moi, j'ai adoré. Ça parle de plein de sujets aussi bien. Ça parle de la famille, justement, parce que à l'heure actuelle, ce sont une famille, justement, qui descendent d'une célébrité, mais ils ne correspondent en rien au cliché, justement, qu'on se fait de la famille célèbre qui a toujours eu une cuillère en or dans la bouche. Au contraire, ils sont partis de très loin. Et même quand leur père a été très célèbre, par exemple, les 4 gamins, leur père ne nous a jamais aidés, ne nous a jamais donné de sous. Donc ils ont dû se démerder tout seuls. Et ça, je trouve que voilà, c'est très chouette, c'est très bien fait. Et chacun, comme je vous dis, a sa problématique. Nina, la première des filles, on voit qu'elle rejoue exactement les mêmes schémas que sa mère de dépendance affective et tout ça. Donc c'est assez dur à voir, je vous avoue. Ensuite, on a Jay qui, lui, du coup, on se rend compte qu'il a une maladie et qu'il est un sportif, donc il perd tout son rêve de pouvoir devenir au, aussi haut niveau qu'il souhaiterait. On a Hud, du coup, le deuxième frère, qui lui se rend compte, enfin pas se rend compte, mais du coup a une relation avec l'ex de son frère, donc il sait que ça va compliquer énormément la situation. Et on a Kit qui se pose, la petite sœur, la petite dernière, énormément de questions sur sa sexualité, et donc on va bien se rendre compte que là, encore une fois, on va parler de queer. Et c'est génial, génial, génial. Franchement, une queen, cette dame. Là, il me reste du coup à lire d'elle Atmosphère, donc son tout dernier qui est sorti l'année dernière, et un autre, Les Vrais Amours, qui est sorti il y a 2 ans, peut-être bien. Bref, j'ai très hâte de lire et je pense qu'elle va encore me transporter. Pas du tout la même ambiance, mais j'ai lu aussi du coup Donjon et Drama. Là, on est sur une petite romance toute douce entre justement une fille qui adore les comédies musicales, qui rêve justement de devenir metteuse en scène, on va dire comme ça, de comédie musicale, qui adore évidemment, qui passe son temps à regarder, mais qui là a fait une grosse boulette parce qu'elle n'a pas son permis, mais elle avait 2 billets pour aller avec sa meilleure amie à justement une comédie musicale. Et comme sa mère était un déplacement, elle a pris sa voiture et elles sont parties faire 1h30 de route et revenir après la fameuse comédie musicale, sauf que sa mère l'a grillée et donc du coup elle décide de la punir parce que déjà elle n'a pas le permis et elle a pris la voiture et deuxièmement elle l'a fait sans son autorisation pendant son absence. Elle aurait pu se tuer sur la route, tuer sa meilleure amie, enfin bref, c'est n'importe quoi.
Et donc du coup la punition c'est que comme ses deux parents sont séparés et que son père lui tient un magasin de jeux de société, de jeux vidéo, de jeux de plateau, tout ce que tu veux, un magasin de geek, voilà, et bien la punition c'est qu'elle va aller devoir justement travailler dans le magasin de son père pour lui rendre service et en même temps un petit peu se rapprocher parce que justement depuis la séparation, sa mère est très fan de comédie musicale comme elle, mais son père étant un geek, ils n'ont pas vraiment de sujet de conversation et ça se passe pas toujours bien. Donc là, elle va aller travailler avec son père et découvrir un petit peu son univers. Et en plus de ça, elle va découvrir justement un jeune homme qui travaille avec lui, qui s'appelle Nathan et qui est l'archétype du geek. Ils sont dans le même lycée depuis des années, mais très clairement, les deux ne se côtoient pas parce qu'ils viennent de deux univers différents. Et là, justement, on a un petit souci, c'est que lui qui joue à des jeux de rôle a une fille dans son équipe et il n'arrive pas à la séduire parce que la fille n'en a absolument rien à fiche de lui. Et elle, son ex, du coup, débarque avec sa nouvelle copine plusieurs fois dans la boutique de son père un peu pour la narguer. Donc elle décide qu'ils vont faire semblant d'être ensemble pour, d'un, que son ex arrête de lui casser les pieds avec sa nouvelle copine, elle veut passer à autre chose, et rendre jalouse la fille qui intéresse du coup Nathan. Et du coup, ils se rendent mutuellement, voilà. Un fake dating, on sait tous comment ça va finir, et c'est génial parce que justement, déjà j'adore les deux univers, hein, j'adore aussi bien les comédies musicales que les jeux, quoique je crois bien que j'aime plus les jeux parce qu'en fait, j'ai tellement de geeks autour de moi que je m'y connaissais beaucoup plus. Du coup, même si moi je ne joue pas personnellement, mais tous les termes techniques qu'il utilise, je suis baignée dedans depuis mon adolescence. Donc franchement, à aucun moment je n'ai été perdue, même quand ça a parlé de GN, j'étais mais morte de rire parce que ça me faisait penser à certains de mes ex. Donc, non, pas perdu, moi la dame est pas perdue. Mais du coup, j'ai passé un très bon moment. Et j'ai bien aimé aussi justement comment s'est développée la relation tout doucement parce que les deux stackines au début ne peuvent pas se voir et puis ils vont faire semblant justement de d'être intéressés l'un par l'autre, mais évidemment la crise des 80% va passer par là. Je vous avoue que cette crise-là, j'ai un peu levé les yeux au ciel, mais bon, on a l'habitude, mais j'adore. Puis en plus, si ça c'est pas beau, ça franchement, on adore, on adore. Je vous ai pas dit, mais Donjon Drama était aussi un devoir de ma Mirapane. Donc là, on est avec Sophie Jomain et Viva la Vida, et je vous avoue que je sais pas trop comment me situer par rapport à ce titre-là. On est du coup situé sur l'histoire de Marnie, qui est une personne qui est forte et qui s'interdit plein de choses. Elle fait une thérapie justement pour combattre un petit peu son mal-être, le fait qu'elle ne s'aime pas, mais tout va bien pour elle dans la vie, elle a un bon métier, elle a un compagnon qui est pas un green flag, enfin, franchement il n'y a rien à dire, son compagnon est génial, on aimerait tous en avoir un comme ça. Et elle va faire la rencontre justement lors d'une... Parce que sa psy lui dit d'aller faire une conférence justement pour que les grosses se réunissent et discutent de ce sujet-là, un peu comme les alcooliques anonymes ou comme les réunions pour queer, enfin bref, là c'est une réunion pour personnes fortes. Lors de cette réunion, elle va rencontrer justement Fran, une autre femme qui est encore plus forte qu'elle, mais qui, elle, visiblement, n'a honte de rien. Elle ne s'habille pas en noir hyper ample comme la plupart des personnes fortes. Elle met de la couleur, elle met des vêtements qui lui collent à la peau, elle a un franc-parler, elle ose faire les choses, et du coup, elles vont décider toutes les deux de partir en road trip ensemble. Et justement, juste avant, la psy de Marnie lui demande de faire une liste de toutes les choses qu'elle ose pas faire parce qu'elle est en surpoids. Et donc, petit à petit, on va voir justement ces deux filles, eh bien, rayer les choses de cette liste. Et c'est super, franchement. Et donc, vous voyez, on a la liste juste ici. Donc, on a porter une jupe, une robe courte ou un short, oser mettre un haut à bretelles ou des manches courtes, mettre un porte-jartel, le ridicule tue, je le sais, me faire prendre en photo en maillot de bain, aller à la piscine sans paréo, faire l'amour en plein jour, prendre un bain ou une douche avec Elliot, essayer des vêtements devant une copine, parler à ma mère, manger un truc gras ou sale ou trop sucré en public, mettre un maillot de bain de 2 pièces, danser en soirée, aller faire du sport en salle, chanter devant des gens, faire un bébé. Voici toutes les choses qu'elle s'interdit de faire parce qu'elle est en surpoids et du coup au niveau de son regard d'elle-même ou même au niveau du regard de la société, ça ne passe pas. Et donc petit à petit, on les suit toutes les deux lors de leur voyage et justement moi ce que j'adore c'est que petit à petit, on voit les choses se faire rayer sur cette liste et avec les petits commentaires, j'avoue que c'était plus facile que je le croyais, par exemple de essayer des vêtements devant sa copine. Ou alors là, elle va rajouter même un truc, par exemple, dormir dans une tente et se faire attaquer par un sanglier. Vous voyez, c'est tous des petits trucs comme ça et j'ai bien aimé parce que le sujet évidemment est très bien traité. Je trouvais ça très intéressant et les deux personnages, bien qu'elles soient opposées, se retrouvent sur pas mal de choses.
parce qu'en plus on a un troisième personnage qui vient s'incruster petit à petit, mais ça je peux pas trop vous dire sans vous spoiler. Mais voilà, j'ai bien aimé l'histoire, mais je n'ai pas non plus été transcendée, je n'ai pas eu un énorme coup de cœur, alors que le sujet pour le coup me touche particulièrement, puisque voilà, étant une personne forte, tous les messages qu'elle voulait faire passer, je les comprenais à 200%, comment c'est difficile le regard de la société sur nous, personnes fortes, parce que dès qu'on fait quelque chose, c'est forcément de notre faute. Si on mange de la salade en public, on nous dit «Ah bah dis donc, elle est au régime». Si on mange quelque chose de trop gras, au contraire, on nous dit «Ah ben voilà, c'est pour ça qu'elle est trop grosse». Si on va à la salle, on est mal regardé parce qu'on va à la salle. À l'inverse, si on fait pas de sport, on est mal considéré aussi parce qu'on est gros et qu'on va pas faire de sport. Enfin, vous voyez, il y a plein de jugements. Quoi qu'on fasse de toute manière, on est mal vu. Si on s'habille mal parce qu'on est gros, ben, c'est pas bien, parce que voilà, on se met pas en valeur, on s'aime pas. Mais en même temps, si on met de tenues qui nous plaisent mais qui correspondent pas à la personne en face, on est considéré comme vulgaire et tout. Bref, il y a plein de sujets qui sont traités dedans et auxquels je m'identifie beaucoup. Mais comme je vous ai dit, il m'a manqué un petit truc, quelque chose, parce que pourtant le sujet me correspondait beaucoup, donc ça aurait dû, voilà, au niveau émotion, me faire quelque chose. Mais non, il m'a manqué un petit truc. Donc j'ai bien aimé, mais ce n'a pas non plus été une lecture coup de cœur. Tadam! Oh putain, j'ai réussi! J'ai réussi! Et c'était aussi une lecture de la Mirapale, et celle-ci aussi. Donc, le genre du cœur, là, je vous avoue que j'ai mis un coup de cravache sur la lecture de Mirapale à fond. Donc, le genre du cœur, on est sur le clan Bennett, on est sur le tome 3, comme vous pouvez le voir. Je vous montre juste ici petit indice. Nous sommes sur des romances MM dans une meute de loup-garou, voilà. Dans le tome 1, du coup, on est avec, comment il s'appelle, Joey et Ox, qui du coup vont être alpha et vous verrez bien la suite. Dans le tome 2, on est avec le mage et l'oncle de Joe du premier, voilà, comme ça, c'est ça. Et là, on est avec Robbie, donc c'est un loup-garou qui est à la base un loup-garou, un peu comme on appelle ça là, itinérant, mobile, qui va de meute en meute, et parce que il fait partie de la meute qui dirige les autres meutes de cette région-là, et donc du coup, lui, il y va un peu en mode messager entre l'alpha suprême et les différents alphas, les différentes meutes. Bref, des fois j'ai l'impression un peu d'être dans Soft Anarchy avec les membres mobiles et tout ça, mais c'est pas le cas, mais on est un peu sur ça quand même. Donc on est sur Robbie qui est apparu du coup dans les tomes précédents, et très clairement on le voit assez rapidement qu'il y a un lien entre lui et un loup-garou de cette meute, et qui sont sûrement âmes sœurs. Mais là je vous avoue que quand j'ai commencé ce bouquin, je n'ai absolument rien compris. Parce que sur la fin du 2, justement, on savait que l'un et l'autre étaient âmes sœurs, et on avait un potentiel début de relation qui commençait entre l'un et l'autre. Et là, quand j'arrivais au début, j'ai cru qu'on était retourné, mais bien avant. Parce qu'il est de retour dans sa meute, et il ne connaît pas les Bennett. Et donc là, je me suis dit, what the fuck, qui passe, qui comme moi, il est contre l'impact et qui se passe. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est qu'on va vite découvrir que un des grands méchants qu'on avait dans les premiers tomes a fait de la magie, et donc a tout fait oublier à Robbie. Robbie ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé depuis, je sais plus combien d'années il est avec les Bennett, mais bref, il lui a fait tout oublier depuis qu'il est avec les Bennett. Et donc, il va lui laver le cerveau pour lui faire comprendre que justement, les Bennett, c'est des méchants et qui veulent tuer sa meute, que ce sont eux, nanani nanana. Jusqu'au jour où les Bennett vont réussir à récupérer Robbie dans leur meute, mais on est sur un problème, c'est qu'on a un lavage de cerveau, et là on a un gros Pita. Vous voyez un petit peu Pita dans Hunger Games? Et bien là on est sur ça. On est sur un Robbie qui arrive dans une meute qu'il considère comme sa meute ennemie, et on est sur un gars qui ne reconnaît pas son âme sœur, et donc du coup on a en face un bébou qui est au 100 coups de sa vie, et tu as envie de lui faire des gros câlins à tous les moments, parce que l'autre, il a oublié son âme sœur quand même. Donc voilà, c'est assez dur à lire ces passages-là, et en même temps, tu as toute la meute qui est là pour lui rappeler qui il est, malgré tout ce qu'il a fait, justement, parce que depuis qu'il n'est plus avec eux, ça fait 18 mois qu'il n'est plus avec eux, il a fait des atrocités, justement, au nom de sa nouvelle meute, ancienne nouvelle meute, bref. Et du coup, ben, ça passe un peu mal auprès de certains membres, mais on est justement sur tout ce tome-là, en mode acceptation, meute, clan, amour, amis, et c'est dur. C'est dur, et en même temps, c'est du DJ Clown, on le sait comment ça se passe, et c'est assez contemplatif, enfin pas contemplatif, mais voilà. On est sur quelque chose d'assez psychologique, il n'y a pas vraiment toujours beaucoup d'action, mais c'est assez chouette, on va pas se mentir. J'ai bien aimé, même si j'avoue que
j'ai pas l'énorme coup de cœur autant que certaines peuvent l'avoir en disant c'est ma série favorite, c'est ma série coup de cœur. Non, j'aime bien parce que oui, les personnages sont très bien travaillés, l'ambiance est ouf, on ressent ce Fun Family à fond et c'est génial. Mais voilà, j'ai pas ressenti par exemple autant d'émotions dans celui-ci que quand j'ai lu Keleana. Keleana, voilà, je meurs avec le personnage. Là, j'étais un petit peu triste parce que ça me faisait de la peine, franchement, que Robbie ait oublié, je sais plus combien d'années il est avec lui, mais voilà, et puis que son âme sœur est en face de lui en train de lui dire mais on a vécu des années ensemble et tu as tout oublié. Et l'autre il est en mode bah ouais, rien à foutre, t'es un Bennett, t'es un ennemi. Mais non, 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 non. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne saga, franchement elle est très chouette. Mais il faut aimer justement, comme je vous ai dit, quand ça prend son temps, que c'est contemplatif, que voilà, on est sur un gros pattern de psychologie des personnages à fond, plus que sur de l'action. Évidemment, il y a de l'action, évidemment, parce qu'on est en guerre avec des loups-garous, donc il y a des meutes qui s'affrontent, et bref, il y a de l'action. Mais on est quand même avant tout sur de la psychologie des personnages. Et puis cette fin, j'ai oublié cette fin de vous dire encore une fois, on va se taper un tome 4 où ça va être la merde. Très clairement, ça va être la merde encore une fois pour le prochain personnage. Du coup, le dernier frère de la fratrie qui n'est pas encore maqué. Il va lui arriver des pépins à lui, je vous le dis. Je vous le dis parce que son âme sœur aussi à lui, il lui arrive des merdes. Et on est dans la merde, c'est tout. Ah, je vois que là, va falloir que j'arrête de tourner parce que il fait en fin de nuit. Je vois que la luminosité baisse et c'est normal parce que je tourne assez tard dans la journée vu les températures actuelles que vous vous en doutez qui fait extrême. Donc j'espère quand même que la luminosité et le son ça va aller. Je fais ce que je peux, je suis désolée. Entre les boulots, la chaleur et tutti quinti, c'est un peu compliqué mais j'espère quand même que cette vidéo vous va. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément. Si vous voulez bien aussi soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous pouvez dire par exemple si vous avez vu des titres que moi j'ai lus, donner votre avis, ou alors tout simplement me dire les dernières lectures que vous avez faites. Et si vous ne savez pas quoi mettre comme message un peu construit, vous pouvez laisser des petits emojis. Là on peut mettre des petits loups peut-être, voilà, pour le clavinet. En plus de vous donner mes avis du coup sur mes lectures et d'être libraire, eh bien je suis aussi autrice comme vous pouvez le voir ici. Voici les titres que j'ai écrits. Je vous remettrai carrément une capture, comme ça vous verrez beaucoup mieux les illustrations. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Évidemment, si vous voulez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de beaux moments, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.